Nouba Mira, sponsoring et Wittelgir présente. Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cette première émission de Chronofight People. Je suis seul, ouais, effectivement, parce qu'une fois par mois, je vais recevoir un invité qui va me parler de son parcours et de ses projets. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Daniel Voirin, coach emblématique et surtout un passionné de Muay Thai et de MMA. Allez, c'est parti, Chronofight People, première édition, générique. Il est donc notre premier invité, Daniel Voirin. Tout de suite, c'est parti pour le face-à-face. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de te recevoir, Daniel. Bon, déjà, c'est un honneur pour moi. Merci d'avoir accepté. Tu seras le premier de cette émission, le premier à essuyer les plâtres. J'espère que ça va bien se passer. On va aller rentrer directement dans le vif du sujet. On va pas se mentir, on se connaît un peu. Et même, j'ai une anecdote. Je sais pas si tu t'en souviens, je le dis souvent. La première fois que j'ai mis un pied dans une salle de boxe et que j'ai mis les gants avec quelqu'un, c'était toi. C'était à Suresnes, l'immeuble, je te jure. T'es le premier mec avec qui j'ai mis les gants. Sérieux ? De façon sérieuse, je veux dire, Ouais. en mode sparring. Et quand je t'ai vu, je me suis dit, ce mec, il est petit, je vais le défoncer. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Et tu m'as mis ton high kick. C'est Ah le ouais fameux high kick. Je t'ai sonné ou pas ? Non, tu m'as pas sonné. Ah, Mais je me suis souvenu de toi. et franchement, je pense que tu m'as appris que faut pas s'arrêter sur la taille d'un boxeur. Et tu étais ma première leçon. c'est vieux. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Ouais. Donc, je suis heureux de te recevoir. Daniel, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ta carrière. Ouais. Et on va parler forcément tout d'abord des débuts. Bah, déjà, tout d'abord, merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Et c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. J'ai même été dans un de tes coins, une fois, je me Je rappelle. te confirme, à ça, toi. Ouais. Donc, et avec Mustapha, hein, la famille. Exactement, Moustapha Benatia, les que Benatia j'embrasse, Brothers. hein. La famille Benatia. Hein. Et oui, en fait, le Mouet, moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans avec la famille Bérandou. Tu sais, avec Jamel, Ouais. tu te rappelles de Jamel. En fait, Jamel, c'était mon mentor. Hein. Moi, j'étais tout jeune, un peu déstructuré, tu sais, un peu turbulent, on va dire, entre guillemets. Est-ce que tu as voulu vraiment faire ce sport ou t'es tombé dedans par hasard? Non, tout le monde en parlait dans le quartier. Tu sais, c'était le sport à la mode, un Bien peu sûr. comme le MMA maintenant. Hein. Tu vois, tout le monde parle de MMA. À l'époque, c'était la boxe taille qu'on appelait. Hein. Et c'était le sport de bonhomme et tout. Donc, on a voulu se tester. On allait. Déjà, je mettais déjà les gants. On faisait des petites bagarres comme ça. Donc, je suis allé à la salle là-bas. On s'est fait pas mal défoncer, c'est vrai, parce que bon, entre la théorie et la pratique. Mais du coup, toi, t'étais quoi? T'étais un garçon plutôt bagarreur? Oui, bagarreur. D'accord. Bagarreur. C'est vrai que ça m'a canalisé la boxe taille. La boxe, Mais en ok. fait, la boxe taille, j'appelle la boxe taille puisque moi j'ai commencé avec la boxe taille. On dit le mouet, mais c'est venu longtemps après. En fait, ça m'a tout donné. En fait, la boxe taille, c'est ce que je suis aujourd'hui. Hein. J'ai fait sûr. le tour du monde. J'ai entraîné des combattants de MMA. En fait, j'ai une vie incroyable grâce à la boxe taille. Sans la boxe taille ou le Muay Thai, en fonction de comment on veut l'appeler, tu serais pas là aujourd'hui. Ben non, pas du tout. Et puis c'est vrai, tu dis qu'on appelle ça boxe taille parce que nous, quand on a grandi, c'était de la boxe taille. C'était de la boxe taille. On n'avait pas la connotation spirituelle, Non, pas du art tout. martial qu'il y avait. C'était un sport de combat et Voilà. c'était le sport qu'il fallait faire. Et regardez les cassettes en noir et blanc, des combats incroyables. Quoi. Je veux Exactement. dire, moi, j'étais impressionné. Tu te souviens de ton premier combat Ouais, je me souviens de mon premier combat, c'était à Nanterre, au gymnase des provinces françaises. chez Couder? Chez Couder. Ah ouais, Couder, hein, une icône de la boxe taille. Hein. Ah, c'est clair. Grande équipe, le SN Nanterre. SN Nanterre. Et c'était contre Jamaï. Je me rappelle, D'accord. j'étais avec Jamel. Et je crois qu'il y avait Sam Berandou qui venait de temps en temps nous aider. Mais ce jour-là, ouais, j'étais avec Jamel et Mohamed Garci. C'est quoi, Mohamed Garci? C'est quoi le souvenir que tu as de ce combat? Qu'est-ce que aujourd'hui, X temps après, tu te rappelles encore de ce moment? Ah oui, bien sûr, ça m'a marqué. Le premier combat, t'arrives à Nanterre, tu sais, en plus, tu sais, moi, comme tu dis, je suis arrivé tout maigre. Oui, tout, il a fait comment le mec en face? Si t'as vu, il s'est dit. Bah je vais voilà, défoncer. déjà, c'était à la pesée, tu sais, tu te pèses, il y Ouais. a un mec sur place, tu le prends, tu vois, j'avais combattu un gars de Nanterre, ouais, Jamaï, et bon, j'étais terrorisé, je vais pas te mentir. Et puis en plus, pour ceux qui connaissent pas, faut le dire qu'à Nanterre, c'est un chaudron, quoi. Ah ouais. Le public, il est autour collé. de toi, il Voilà, est collé, il est collé, il peut te toucher. Bah donc, ouais. Bah, à un moment, je suis tombé, je voyais un mec qui me regardait comme ça et tout. c'est une expérience Ouais, ouais. un peu particulière. Ouais, c'est hardcore. Franchement, et par contre, Ça te forme. ça te forme. T'as Mais pas le ça- choix. Ah ouais, ça te durcit. Et est-ce que après ce premier combat, tu t'es dit que le ring c'était quelque chose que tu aimais faire et est-ce que les sensations du ring c'est quelque chose tu t'es dit je veux les avoir tout le temps quoi? Oui, alors en fait, le premier combat, c'était un peu bagarre, hein, tu vois, parce que c'est des Normal. premiers fights. Il faut savoir qu'à l'époque, en plus, il y avait zéro protection. Hein. On y allait à la dure, c'était très chaud. Ah ouais, tout de suite, je voulais combattre derrière. Ah ouais, je voulais enchaîner. Hein.
Ouais, non, non, t'as été une certaine fierté, quand même. Déjà, sûr. c'est pour ça que moi, j'ai toujours, je respecte toujours ceux qui montent dans un ring, qui gagnent ou qui perdent, parce que c'est pas évident de faire Ah le ouais, pas. comme on dit, monter sur le ring, c'est déjà en soi C'est une une victoire en victoire. soi. Ah ouais, Parce que c'est vrai, c'est la très boxe, dur. c'est pas un jeu, et puis tout le monde peut pas monter sur un ring, c'est pas vrai. Ceux qui te disent ça, c'est des menteurs. Et puis bon, sachant que dans les combattants amateurs, comme ça à l'époque, sans protection, tu risques ta life, hein, parce que Bien tu sûr. fais des grosses erreurs techniques, t'es pas à l'abri de, tu vois, d'un mauvais Alors, coup. on continue un petit peu le parcours de combattant. Est-ce que là, tout de suite, si je te pose une question sur un de tes combats qui t'a marqué, ou même aujourd'hui tu t'en souviens encore, ce serait lequel? Mais je dirais France-Russie, à Nanterre, au Palais des Sports de Nanterre. J'avais combattu un Russe, je crois que c'était au pied levé, qui était très solide. Et je crois que ouais, j'étais le seul à avoir Et pourquoi battu. ça t'a marqué? Parce que c'était un beau combat, le mec était dur, c'était un combat international, tu Ouais. vois. Donc c'était mon premier combat Oui, international. c'était valorisant. Voilà, c'était valorisant. J'avais fait le combat parfait, entre guillemets. En plus, je pars avec la victoire. Ouais, franchement, c'était super. C'était quoi ton style, Daniel? Tu t'estimais comme un boxeur, comment, Plus plutôt fimeux, technique? moi, plus fimeux, tu Ok, vois. donc Ouais, plutôt ouais. technique. Ouais, plutôt technique, tu vois. Je frappais pas assez. J'étais précis en points, mais j'étais pas puissant, plus en low kick, tu vois. Mais en Et anglais. ce fameux high kick alors? Ouais, Est-ce que il sortait, c'était ouais, quelque chose ouais. vraiment que t'affectionnais? Ouais, j'aimais Ou bien. c'est parce que tu avais plutôt une souplesse et du coup le Mais high non, kick il partait vite? mais en fait, c'était Aiki, je l'avais travaillé à l'époque, il y avait très longtemps au Pout de Noé. Pompaneuil, grand champion qui a formé Guillaume Carler. Ouais, exactement. Et c'était, je sais plus, c'était un Laotien, je sais plus si c'était Lao qui s'appelait, je me rappelle plus. Il m'avait montré comment mettre un high kick, Ouais. tu vois. Et j'avais gardé ça. Et c'est vrai que sa technique, elle était Bah, incroyable. c'est ravageur. Hein. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que cette technique, quand on la maîtrise comme tu l'as maîtrisé, bah, ça fait des dégâts. Ensuite, après cette période de combattant, il y a un combat qui va un peu changer ta vie, Ouais. disons-le clairement. C'est ce fameux combat où tu te casses le tibia. Ouais, contre Khaled Edbief. Ouais, 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 Donc, ouais. Khaled, pareil, très grand champion. Ouais, grand champion. C'était déjà le défi en soi, il était énorme parce que Khaled, moi quand j'ai boxé, j'avais quoi, je sais pas, moi 16, 17 ou 18 combats, je sais Ouais. plus. Lui, il en avait une centaine. Hein. Ah, Champion du monde. Là, tu parles d'une époque où on regardait pas le nombre Voilà, de combats. donc le mec c'était dur et en fait j'ai fait un beau combat. Hein. En fait je fracture le tibia à 30 secondes de la fin, c'est Ouais. dommage parce que même si je perdais au point c'était une victoire en soi dans le sens où lui il KO'tait tout le monde. Il passait sur Canal+, il avait mis KO tout le monde et moi je l'avais pas mal débordé surtout en anglaise parce que je m'étais entraîné à Stein chez Ouais. Omar Ben Amar avec lui donc je savais comment un peu le gérer et bon après ça a été le début de la fin de ma carrière en fait. Et à ce moment-là, quand tu te casses le tibia, est-ce que tu te dis je vais remonter sur le ring ou est-ce que tu as le sentiment que ça y est, c'est fini? Parce que c'est une blessure grave Ah oui. dont certains peuvent se remettre, mais c'est une Mais non, blessure très grave. en fait, tout s'écroule parce que tu sais très bien, les mecs, ils ont beau te dire non, t'inquiète pas, Daniel, tu reviens, c'est le tibia, elle est pété. Et déjà, je croyais que c'était lui. Hein. Quand j'ai kické, je croyais que c'était Ouais. lui. Et en fait, après, j'ai senti que c'était moi, tu vois. Et j'ai énormément galéré derrière, 2 ans pour me remettre. Moi, à l'époque, j'habitais tout seul, donc il fallait que je paye le loyer. C'était l'enfer, en fait. Heureusement qu'il y avait la famille derrière parce que il faut savoir, après, c'est les problèmes économiques. Comment Bien tu sûr. fais pour aller travailler c'est pas un accident de Est-ce que travail. c'est une période que tu as mal vécue? Ouais, très mal vécu, oui, parce qu'en fait, mes rêves, ils s'écroulaient quelque part, tu vois, ça fait mal, tu vois, c'était dur, c'était dur. Bon, c'est la fin de C'est Daniel la en vie. tant que combattant, Ouais, c'est la vie. mais tu rebondis. Mais j'ai que- reboxé quand même derrière, hein. Ouais. Ouais, j'ai reboxé contre Jérémy Charlet, à l'époque, j'avais reboxé à Japi, mais c'était plus pareil. Ouais. D'accord, ouais. Il y a quelque chose qui s'était un peu C'était... un peu brisé, pour pas faire de jeu de mots. Oui, ah ouais, bien vu. Et du coup, on va tourner cette page de combattant et il y a une autre page qui s'ouvre, puisque tu deviens ta première expérience en tant que coach. Avant le MMA, c'est le Muay Thai. Ouais. Je crois que c'est l'équipe de France. L'équipe de France, en fait, à l'époque, j'avais développé, parce que moi, entre-temps, je m'étais formé pour être éducateur sportif, donc j'ai travaillé dans les écoles primaires, où j'étais prof de sport, hein, et j'ai développé une activité qui s'appelait l'activité pied-point, tu vois. D'accord. J'avais l'agrément de l'éducation nationale, et j'ai développé cette activité qui a super bien marché, et là, à l'époque, je ne sais plus quelle fédé, j'étais intéressé de faire une commission éducative pour faire un fascicule de Muay Thai. Donc, ils m'ont contacté, parce que bon, moi, j'avais la théorie, je l'avais mis en pratique avec des scolaires, et ils voulaient savoir ce que j'avais fait, et donc j'ai commencé à travailler avec eux. Il y avait Bruandet à l'époque et D'accord. Nebou. Qui est devenu DTN par la Voilà, suite. Nebou aussi qui était D'accord. là. Et suite à ça, ils m'ont proposé de devenir entraîneur de l'équipe de France. Est-ce que c'était une vocation pour toi d'être entraîneur ou est-ce que finalement tu es tombé dedans Non, je pareil suis tombé dedans, c'était la suite logique parce qu'en Ouais. fait, tu sais, avec Mousse, on l'accompagnait sans arrêt, on était dans le coin avec lui, on l'aidait. Et donc, c'est un truc que quand je suis devenu éducateur sportif, c'est devenu. Comme ça, c'est devenu naturellement. Tu Et vois. qu'est-ce qui te plaisait du coup dans
dans ça, dans le fait d'enseigner, qu'est-ce qui te plaît? Mais déjà, de transmettre le savoir et aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est prendre des mecs de zéro, les ramener, tu vois, les voir évoluer. Tu vois, Former les gens. Voilà, former et puis bon, la compétition aussi. Il y en a qui forment et il y en a qui déforment. Ouais. Ah oui, ça, il y a beaucoup de déformeurs, hein. Surtout en MMA. Hein. Oui. Ouais. Tranquille, on va y arriver. Mais est-ce que bon, comme on disait, pour être un combattant, pour être un coach, tout le monde ne peut pas le faire en vérité. Tout le monde peut transmettre sa passion, et tout le monde ne peut pas être coach dans le sens d'être un bon coach. Qu'est-ce qui faisait, toi, ta qualité? Mais en fait, déjà, j'étais simple dans... Ouais, mais une chose importante, oui, que j'ai appris énormément, c'est dans les écoles. En fait, parce que la pédagogie française, elle est vraiment forte. Ouais. Et en fait, dans les écoles, j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui n'avaient rien à voir avec les combats, mais qui avaient une vision différente. Et si tu veux, ça m'a quand même, le fait de travailler avec les enfants, ça m'a quand même ouvert, ça m'a fait évoluer dans ma façon de travailler, et aussi l'équipe de France. Parce que j'étais avec des coachs et des combattants de très haut niveau. Alors, tu étais avec qui à l'époque dans l'équipe de France? Il y avait Alassane, d'ailleurs, je lui passe le bonjour. J'étais au Alassane Phoenix Gaye, hier. coach du Phoenix, Voilà, 13e. grand coach. Il y avait Farid Villaume qui était avec nous. Nancy Farid. Joseph. Je sais pas si D'accord, tu Nancy connais Joseph, bien sûr. Et on avait fait les L'une championnats des premières d'Europe. femmes que j'ai connues moi, en tant que boxeuse. Super forte. Et voilà, c'est pas juste une femme, Non, c'est non, une super c'est boxeuse. super boxeuse. À l'époque, oui, c'est vrai qu'à l'époque, en plus, je me souviens, vous revenez avec de Plein de médailles. super résultats. Je me Franchement, souviens. c'était super résultat. C'était les bonnes années du Muay Grosse Thai. expérience. Ouais. Et après, justement, ils voulaient que je continue avec eux, que je travaille avec eux. Et en fait, j'avais mon projet. Rio de Janeiro, c'était... Voilà, quoi. Tu me tends la perche. Une transition, un nouveau chapitre de ta vie. Rio de Janeiro, le Brésil. Ouais. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Et qu'est-ce qui t'a fait rester là-bas surtout? Mais en fait, moi, ma femme, elle est brésilienne déjà. D'accord, Et donc moi, tu étais déjà marié avec ta femme. Voilà. Moi, j'ai toujours kiffé le Brésil. Tu sais, à Et l'époque... t'as pas obligé d'y aller. Hein? Et t'as pas obligé. Pas du tout, c'est le contraire. Moi, je l'ai carrément D'accord. menacé. Je lui ai dit, si tu pars pas au Brésil, je te laisse, j'y vais tout seul. Ouais, donc je pense Non, mais- qu'elle a préféré Et rester ouais, avec toi. donc on est parti au Brésil. Et en fait, moi, j'ai toujours kiffé le Brésil. Je sais pas, le peuple brésilien, tu sais, la chaleur humaine, le climat, le paysage. Je sais pas, j'ai été attiré. J'avais le rêve brésilien. Je n'ai jamais eu le rêve américain, même si par la suite, j'ai été aux Ouais. États-Unis. Mais j'ai kiffé, donc je suis parti là-bas. Alors pareil, tu sais, on a tous une théorie. Tu sais, c'est un peu comme le combat. Tu as une théorie. Dans Après, le ring, c'est pas pareil. la Ben là, réalité. c'est pareil. Moi, j'étais là avec plein de projets et tout. Je vais là-bas, je vais faire ci, je vais faire. L'idée, c'était de m'installer. Quand je suis arrivé là-bas, c'était pas la même. Ça a été très dur. Quand tu arrives là-bas, du coup, t'es personne Ouais. te connaît. Ouais. T'as des projets, t'as envie de faire quoi? Est-ce que voulais tu te dis développer- tout de suite Développer le Muay Thai, voilà, en fait. le Muay Thai, d'accord. Ouais. J'étais venu avec des paos, j'avais amené un peu de matos et je suis rentré dans le monde du Muay Thai. J'avais déjà eu des contacts en 98 parce que j'étais resté une année au Brésil en 98 pour voir. Là, je m'installais. C'était quoi à l'époque le niveau du Muay Thai au Brésil? Est-ce qu'il- Ah, non, c'était en fait, c'est des mecs de karaté qui c'est qui sortaient des. d'accord. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça parce que moi, je montrais le vrai Muay et ils disaient que c'était moi l'escroc, quoi. Tu vois Ouais. le truc? Parce que bon, tu sais, ils étaient tous ensemble, quoi. Tu vois, donc ça a été très dur. Ouais, ça a été compliqué. Alors comment t'as réussi à imposer ton Muay Thai, et puis on va y arriver ensuite, à avoir une réelle crédibilité de manière à ce qu'il y ait des vrais champions qui font appel à toi? Mais en fait, j'ai fait du porte-à-porte. J'allais dans les gyms. J'ai galéré. Il y avait personne qui s'entraînait. Après, j'ai rencontré un jeune que j'ai commencé à entraîner, à faire monter. En plus, le premier combat, il se fait éclater. Donc, tu sais, ça commençait mal, tu vois. Ouais. Mais petit à petit, après, je suis rentré dans une équipe où c'était beaucoup de jeunes de favela. Et j'ai commencé à les structurer en pied-point. Et on a commencé à faire du dégât en tant qu'entraîneur, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de chaos dans le circuit national brésilien. Donc, je commençais à avoir un nom dans le circuit national brésilien. C'est qu'à suite, ça a mis du temps, hein, ça. Et suite à ça, j'ai signé dans la grande équipe qui était la Black House. Alors comment t'arrives dans cette équipe, et c'est quoi ton rôle dans le Black House? Est-ce que t'es typiquement le coach Muay uniquement, ou est-ce que tu as un rôle un peu plus important? Non, en fait, quand je fais le test de sélection, déjà, je fais le test de sélection pour entrer dans la gym avec Pedro Rizzo. D'accord. Pedro Rizzo, c'est un grand champion de MMA et aussi du pied-point. Mais comme il avait un niveau de pied-point élevé, parce que lui, il s'était entraîné en Europe avec Peter Hart et tout, donc je l'ai pris en leçon. Bon, il a vu tout de suite, voilà. Il a vu ton niveau. Voilà, direct. Donc en fait, moi, j'étais spécialiste pied-point. À l'époque, D'accord. les gens, ils ont du mal à comprendre, ça n'existait pas head coach. Déjà, le terme MMA n'existait pas. À mon époque, c'était valitudo. Tu vois, donc, non, moi, j'avais ma spécialité, je m'occupais que de ma spécialité. D'accord. Et puis c'est-à-dire en le plus, pied-point. tu me dis si j'ai de bêtises, mais au Brésil, à cette époque-là, c'était surtout du sol, quoi.
Ouais, en fait, c'était surtout du sol, mais il y avait quand même des bagarres, les Vanderlei et tout. Sauf qu'il y avait des reprises de volée dans la tête. Ça, c'était pas pareil. Je m'en souviens. Ça fait vraiment la différence en combat, tu vois. On oui. appelait ça les pénaltys. Donc ça change tout. Hein. D'ailleurs, il n'y a plus les pénaltys. Hein? D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus Ils ont les enlevé, pénaltys. ouais, c'est un peu violent. Moi, j'ai vu, ça fait des dégâts quand même. Un petit peu. Mais et la shootbox excellait. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ont démonté beaucoup de monde au Pride. Ouais. Et est-ce que tu te souviens de tes premiers combats donc avec eux et est-ce que tout de suite ça a fonctionné ou est-ce que ça a été crescendo? Ben, en fait, le premier combat où j'ai été en tant que coach de MMA, c'était à Curitiba, dans le sud du Brésil. C'est la terre de la shootbox. Ouais. J'ai vu le combat, j'ai halluciné. J'étais pas habitué, tu sais, le Muay Thai, tu commences normal. Là, c'était bagarre tout de suite. C'est quand même impressionnant. Tu vois, j'ai eu du mal parce que tu mets du temps, c'est par palier à assimiler, tu vois. Bien sûr. Et je dis, ça c'est quoi? C'est un sport de barbare, tu vois. Et il y avait beaucoup de KO, beaucoup de finish, tu vois. C'était. Mais petit à petit, on s'impose. Mais moi, bon, ça va. J'ai quand même du caractère. J'ai réussi à m'imposer. Mais bon, c'était pas facile. Quoi. Ouais, je me doute. Non, J'ai mais eu des menaces. Non, j'ai eu des gros problèmes. Ouais, Ah ouais? Ouais. Mais c'est aussi pour ça que ton parcours il est exemplaire et que je voulais te recevoir. Mais du coup, t'as eu des menaces. Oui, à un moment, j'ai été dans une team où j'ai entraîné une superstar du MMA mondial qui était Ricardo Arona et le boss, il était jaloux, il m'a menacé. À l'époque, il voulait m'attraper, me défoncer dans un, D'accord. tu sais, dans un, comment ça s'appelle, en fait, et j'ai su ça après, tu vois. En fait, son objectif, c'était de m'attraper, Un traquenard, il veut me faire un filmer, traquenard, le tu vois, mec, ou me quoi? filmer, tu vois, Ouais. me faire tu vois, m'attacher, tu vois, toi le truc, m'attacher, faire des étranglements, tu sais, et en même temps, tu sais, je m'évanouis et mettre des gommes, mettre des patates. Ah ouais, c'est un T'imagines film. le délire, C'est un film, ton truc. ouais. Un narco. Après, il m'avait tapé mon matos et tout. Bon, après, on a réussi à reparler. Après, ça s'est calmé. Mais bon, j'avais plus le droit de retourner dans la ville. Tu vois. D'accord. Donc, j'ai pas insisté, tu vois. Bon Bah, c'est tendu. Ça hein, fait finir cette histoire, apparemment. Ben, en fait, c'est tendu. Hein. Il y a quand même quelques cassos. Hein. Bah, le Brésil, ça reste le Brésil. Hein. C'est Bah oui, pas- parce qu'en c'est fait, pas en tant France. qu'étranger, moi, j'avais zéro connexion. J'ai fait mes connexions moi-même. On m'a présenté personne. Hein. Tu vois, c'est vraiment, comme on dit, la méritocratie. Tu vois. Le combattant dont tu es le plus fier d'avoir été dans son coin, c'est qui? Ah, c'est le Spider, Anderson Silva, parce que c'est le gars. Alors tout le monde dit, ouais, Daniel répète Anderson Silva. Oui, mais les amis, qui entraîne Anderson Silva par Daniel Voirin en France? Je dirais même en Europe, les amis. Non, Et mais- Anderson, il me kiffait grave, tu vois. Moi, je le guidais dans la cage. Non, mais en plus, tu l'as eu à une époque où c'était vraiment un phénomène. Tueur, le top. Mais j'ai gagné 3 ceintures à l'UFC avec lui, tu vois. Et impressionnant. À cette époque-là, c'était une machine de guerre. Tu sais, Est-ce que tu penses vois, que. Alors, tu vas le dire mieux que moi, mais est-ce que tu penses que Silva, le fait qu'il fasse du moins avec toi, c'est quelque chose qui lui a apporté? Ben, énormément. La preuve, la fameuse saisie du low kick qu'on nous disait, tu te rappelles, à l'époque, en Muay Thai, il ne faut jamais saisir les low kicks. Tu as vu, en Muay Thai, ils le font maintenant. Et ben, cette technique, elle vient de moi, tu vois. Et je l'ai fait avec Anderson. Il l'a fait en combat contre James Irvine à Las Vegas. Je suis dans le coin avec lui et il y avait Usher avec nous en plus. Tu vois. Donc, Usher, le chanteur. Le chanteur, ouais, qui Il a kiffait coaché Anderson. aussi un peu ou. Non, il est parti avec la veste d'un mec. Il y a un mec qui lui a prêté la veste d'Anderson, il n'est jamais revenu avec. Sympa le mec, sympa. Ouais, sympa Usher. Tu sais que moi, j'ai une anecdote avec Usher. Vas-y. Tu sais qu'il était à côté de moi à Las Vegas et tout. On était là, il y avait Anderson. Et tu sais, c'est la Fight Week, tu vois, donc on mangeait tous ensemble. Et il y avait des mecs à Las Vegas, ils venaient tout le temps lui demander des autographes. Autographes. Sauf que moi, je savais pas qui c'était. Moi. Ouais. Tu sais, je calcule pas, tu Ah, vois. Je comprenais pas. Je dis pourquoi ils T'écoutais vont pas pas voir la Anderson. musique de jeunes? Bah voilà, moi je dis pourquoi ils vont pas voir Anderson, ils vont toujours avoir le mec, tu vois. Et après j'ai su, ouais, Daniel, c'est Usher et tout, tu vois. J'ai regardé, je dis, ah ouais, putain, c'est chaud. Donc, du coup, tu fais cette carrière quand même notable avec ces ceintures UFC que tu gagnes. Et à quel moment tu te dis, allez, je rentre en France et je me fais un nom en France? Non, alors avant, moi j'étais aux États-Unis, comment ça s'appelle, au Brésil. À un moment, j'ai tourné en rond et j'ai contacté Cyril Diabaté qui, ça je n'oublierai jamais, il a fait le pont entre moi et la Team Quest. Et là, D'accord, je suis allé États-Unis. signer D'accord. dans une team américaine avec une superstar qui est Dan Anderson, où je suis resté 7 ans en Californie, tu vois. Et on a eu j'étais avec Dan quand il a mis KO Fedor, quand il a battu Shogun. Tu vois, on a fait, j'ai fait au moins une dizaine de combats avec Dan. Et d'autres combattants comme Tarek Safedine, beaucoup de combattants. Grosse expérience américaine. En vrai, quand on t'entend, Daniel, excuse-moi, tu me parles de grosses stars comme Fedor. Je veux dire, ne serait-ce que d'être dans le coin de Dan Anderson, d'avoir en face Fedor. Putain, mais. Enfin, voilà, c'est ton parcours, il est franchement Non, magnifique. En fait, quand je parle vraiment pour les amoureux de MMA. Bon, moi, j'ai quand même un âge où j'ai connu Crocop et d'autres Vanderlei Silva.
c'est des époques où, effectivement, ces gens-là, c'était... Waouh, on les regardait avec des yeux écarquillés. Ah non, mais c'était des main events de malade. Hein. Quand Dan, il a mis KO Fedor, hein, qui était pas sa KT en plus. Hein, il est remonté en poids lourd. Il a été obligé de boire de l'eau pour faire. Parce que tu sais que tu dois faire un poids minimum. Ouais, pour tu dois être pas en être poids en lourd. dessous du poids. Et lui, il était un peu léger, trop léger. Il a bu de la flotte, il est monté en poids lourd. Et il tape Fedor. Ah, ça, c'était incroyable. Ah, franchement. Et du coup, en France, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, le MMA... Ouais, c'est illégal encore. Voilà, c'est illégal. Et au-delà d'être illégal, on n'en parle pas du tout, ou du moins vraiment des passionnés. Et donc, je repose ma question, puisque donc, effectivement, il y a ce passage aux États-Unis. À quel moment tu te dis, vas-y, je reviens en France et je fais mon truc et voilà. Et pourquoi d'ailleurs tu reviens en France? Est-ce que la France, elle te manque? Non, je reviens en France parce que j'avais un trop plein de. J'en pouvais plus en fait. Parce que moi, j'ai fait monter énormément de monde et ça devenait T'en pouvais plus de dur. quoi? Dans le sens où j'évoluais pas, quoi. En tant que coach, t'évolues pas, quoi. Tu vois, tous les combattants, ils évoluent. Ouais. Les mecs, ils se rendent pas compte. Tu donnes ta vie dans le Donc, truc. t'aurais souhaité quoi, toi, personnellement? Déjà, être plus valorisé en termes financiers, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, tu entraînes des mecs qui sont multimillionnaires. Et en fait, tu vois, leurs conditions ne fait qu'augmenter. Mais toi, tu leur donnes des armes pour pouvoir gagner des combats. Mais tu vois, et c'est très tabou en France, ça. Dès que tu parles un peu d'oseille, les mecs, ils sont là. Mais l'ami, le gars qui se lève le matin à 8 heures, il se lève pourquoi? Pour aller travailler, en fait. C'est pour la gloire ou quoi? Non, tout travail mérite salaire. Et quand tu t'entraînes des mecs multimillionnaires, tu dois avoir, je dis pas gagner autant qu'eux, ça, pas du tout, mais on va avoir le minimum. Et donc, j'ai eu un trop-plein, j'ai dit, je rentre en France, j'arrête le MMA d'ailleurs. J'ai dit, laissez-moi tranquille avec votre MMA. Je pensais arrêter le MMA, mais on te retrouve au Venom Training Camp. Non, d'abord en Ukraine. Ah, d'accord. Eh ouais, t'as le passage Ukraine. Ah oui, toi, C'est-à-dire t'es un vrai globe-trotter. Ouais, j'ai entraîné des mecs en Ukraine. Il y a un manager ukrainien qui m'a Mais ta femme, elle disait quoi ma femme, elle est dans tout ça? brésilienne, donc elle est pragmatique dans le sens où elle sait que c'est le travail. J'essaie de ramener de l'argent pour la famille. Je vais pas là me balader. Hein. En fait, je suis parti en Ukraine parce que j'avais pas le choix. Et je peux te dire que j'avais pas envie. Par contre, très grosse expérience en Ukraine. Très gentils les Ukrainiens, j'ai kiffé. Et j'ai entraîné 2 gars qui sont à l'UFC maintenant. Hein. D'accord. Et il est comment le niveau du coup en Ukraine? À cette époque-là en tout cas. Il y avait des mecs solides. Hein. J'étais avec Roman Dolice et comment il s'appelle, Sergei Spivak, qui a combattu Gann d'ailleurs. Ils commençaient eux à l'époque. Hein. Mais il y a un gros potentiel, bien sûr. Et puis la mentalité là-bas, c'est pas la même. Ouais, Je présume que c'est très, très, très dur. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Donc, grosse expérience. Donc, après l'Ukraine, le Venom Training Camp. En fait, je suis contacté par le boss de Venom. Déjà alors, je tiens à dire, pour ceux qui ne l'ont pas connu, de cette manière-là, que le Venom Training Camp, c'était un super concept, franchement. Super concept. C'était un super la concept. salle, magnifique, il faut le dire. La salle, elle est incroyable. magnifique. Et on te retrouve, toi, là-bas. Alors, si je ne me trompe pas, au début, tu es là-bas et il n'y a pas aussi Kamel Djemel? Oui, il y a Kamel Djemel qui donnait des cours de Muay Thai, c'est vrai, exactement. À l'époque, la salle était vide même, hein, donc il m'a fait une proposition, j'ai accepté. C'était quoi la proposition, clairement? Non, c'était s'occuper de la partie MMA, mais pour aussi les cours commerciaux. Lui, l'idée, c'est pas du tout une team professionnelle. Hein. L'idée de la team professionnelle vient de moi, en fait. Parce que la première année, je me suis fait chier. Quoi. Je sentais que tu allais dire ça. Ouais, je me suis fait chier comme un rat mort. Et tu avais besoin d'action. Voilà. Le salaire était intéressant, mais en fait, il me faut... Voilà, quoi. Ça tournait un peu en rond. Et même pour la gym aussi, pour un peu rebooster la gym. Donc, j'ai créé la team professionnelle. Mais avant ça, j'ai fait un test de sélection nationale. C'est ce que je veux dire. Vous avez recruté, vous avez fait une sorte de test, vous avez fait un appel à candidature, je m'en souviens très bien de ça. Avec sponsoring et tout. Ouais. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que j'ai justement repéré Benoît, qui ne devait pas faire partie de l'équipe à la base, mais que j'ai pris en plus parce que j'ai vu quelque chose en lui, hein, que je dirais entre guillemets que d'autres n'ont pas vu. Parce que Benoît s'entraînait un peu au MMA Factory, ça faut le dire. D'accord. Alors qu'on soit bien clair, tu parles bien de Benoît Saint-Denis. Oui, Benoît Saint-Denis. Donc je l'ai repéré, hein, même s'il y en a, ça leur fait mal aux oreilles. Je le répète parce que la pédagogie, c'est de répéter pour pouvoir qu'on comprenne. Hein, parce qu'il y en a, ils ont du mal à comprendre. Donc je l'ai repéré. Et même parfois, quand tu répètes, c'est pas sûr que les gens comprennent. Exactement. Ils veulent, ils veulent cancel l'histoire. Tu sais, y a pas... Je l'ai repéré, je l'ai pris en charge, je lui ai trouvé son premier sponsor. J'ai cru en lui, j'ai commencé à l'entraîner. Et je l'ai entraîné 5 ans, 16 combats, jusqu'à Poirier. Alors, attends, parce que là, t'es trop rapide pour moi. Ouais. Je sais que t'es vif, mais quand même. Qu'est-ce que tu dis quand tu vois Benoît Saint-Denis? Est-ce que tu dis, ce mec-là, il a quelque chose que les autres n'ont pas? Ou est-ce que tu vois simplement un fort potentiel? Non, je vois quelque chose. Ce qui m'interpelle, c'est que le gars, en fait, il a 0 expérience en rien, tu vois. Il est... Sauf que je l'ai mis avec des mecs qui étaient déjà, tu vois, d'un très bon niveau. Ouais. Et il n'a pas plié. Et il n'a pas plié. Tu vois. Donc ça m'a interpellé. Ouais, déjà, ça voulait dire qu'il avait un réel caractère. Voilà, j'ai dit, il a quelque chose ce gars, tu vois. Après, je l'ai vu, tranquille, humilité, à l'époque.
Et, Commence et- pas. et donc, voilà, quoi, je l'ai pris en charge. Je lui ai dit, il était encore à l'armée à l'époque, il lui restait Ouais. 6 mois, je crois. Et après, il était au chômage. Bon, moi, je te le dis de mon regard de spectateur. Moi, je trouvais que c'était une super belle aventure. Ah, c'est un sacré toi, binôme, et toi, en tant que coach, je pense que tu es super fier d'avoir pris Benoît Saint-Denis quasi depuis le début et de l'avoir fait monter aussi haut. Sans parler de ce qui s'est passé ensuite, c'était quoi votre relation à l'époque? C'était quoi? Est-ce que tu avais une relation un peu fusionnelle comme certains coachs, ou est-ce que vous aviez une relation de respect qui était un peu lointaine, mais de travail? Non, non, c'était fusionnel. En plus, moi, je suis assez cool, tu vois. C'est vrai que je suis assez directif. Coach, t'es pas là pour passer de la pommade aux gens. Tu sais Oui, très t'es pas là bien, pour dire ce que le boxeur ou le combattant veut entendre. Voilà, il y a beaucoup de gens autour qui passent de la pommade. Moi, je suis pas là pour passer de la pommade. Moi, je suis là pour préparer les mecs et les faire gagner. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis cool, tu vois. Mais T'es cool, mais est-ce que t'es dur? sur certains points, ouais, je peux être dur. Mais t'es obligé, c'est un sport qui est dur. Je veux dire, tu vois, surtout quand tu vas au fight, c'est pas, tu vois, c'est pas de la tendresse, hein. Ça fait mal, tu vois. Donc, il faut préparer le mec mentalement. Donc, il faut. Donc, tu as une relation avec Benoît qui est quand même une relation saine. En plus, pour le coup, vous gagnez beaucoup. Ah bah oui. Bon, ça aide à avoir une relation saine, parce Bah que oui. quand tu gagnes, c'est cool. Quand tu perds, c'est C'est un plus petit peu pareil. plus Ouais, compliqué. c'est plus compliqué. À ce moment-là, sur quoi tu as envie de faire évoluer Benoît? Quels sont ses points forts et ses points faibles à ce moment-là? Bah, la difficulté avec Benoît, c'est que moi, je l'ai pris, il avait fait un peu de sol, mais bon, il faisait pas du MMA, donc il fallait que je le fasse progresser dans tous les domaines. Tu vois? Donc c'est pour ça que le domaine pied-point a mis plus de temps à Ouais. progresser. Si tu n'as qu'une discipline à faire progresser, ça va vite. Mais quand tu as du MMA, la progression, elle est différente, hein. C'est beaucoup plus compliqué parce que moi, déjà, je travaillais sur les bases. Déjà, la distance de combat, les déplacements, qui déjà en soi, qui est énorme, tu vois ce que je veux dire? Et sûr. le basique, tu vois? Donc, Et est-ce que ça, c'est des choses qu'il comprenait rapidement? C'était quelqu'un qui comprenait je vite? comprenais rapidement, mais il faut répéter énormément parce que les comprendre à l'entraînement, c'est une chose. Les Les mettre en appliquer, pratique en tout à combat, fait. c'est autre chose, tu vois. Avec le stress, le mec qui est en face, tu vois. Donc, À quel moment tu te dis, Benoît Saint-Denis, c'est quelqu'un qui peut performer? Est-ce que dès la signature de l'UFC, tu dis, OK, bingo, on rentre dans un cours des grands, on va montrer ce qu'on vaut? Ou est-ce que déjà avant. non, au deuxième fight. C'est au D'accord. deuxième fight que j'ai vu qu'il avait quelque chose. Deuxième fight à l'UFC? Non, deuxième fight, d'accord. de Deuxième sa fight tout carrière, court. c'est-à-dire contre un Polonais d'une KT très très solide qui est au KSW. Est-ce que déjà à Il cette a fait époque. une guerre, il a fait une guerre et ça m'a impressionné. En même temps, je serais tenté de te dire, est-ce que Benoît Saint-Denis n'a. Oui. S'il y a des combats où il n'a pas fait de guerre? C'est vrai, mais au début, c'est impressionnant parce qu'il prend un mec à 4-0 chez lui, tu vois. Il est censé perdre et il arrive à le soumettre au troisième après une guerre, mais ils se sont, tu vois. Et là, j'ai vu il a sorti ses tripes. J'ai vu quelque chose en lui. Là, j'ai dit, Mais il est vraiment solide. Ouais. Est-ce que c'est pas ce qui a fait son succès? C'est ce que les gens ils aiment. Franchement, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Benoît Saint-Denis, mais dans la cage, tu sais que tu vas en avoir pour ton oseille. Oui, mais moi, je dirais qu'il l'a fait ça avant. Maintenant, on le voit parce qu'il est à l'UFC, mais depuis le début de sa carrière, on a fait des guerres sans arrêt. Oui, c'est sa nature. Sauf qu'avant, c'était pas autant médiatisé et les gens ne s'intéressaient pas à lui. T'as un tas de mecs qui arrivent autour, qui viennent avec plein de théories et s'intéressent. Mais au début, personne. J'ai mis du temps à le faire intéresser par le grand public. Parce que quand même, j'ai été un petit peu, on m'a mis quand même pas mal de bâtons dans les roues. Ouais. Et j'avais du mal à le faire exploser médiatiquement. Pourquoi vois tu penses qu'on t'a mis des bâtons dans les roues? Parce qu'au contraire, avoir un combattant français à l'UFC qui performe, on en a tous envie en vérité. Tu sais, c'est un petit milieu, le MMA, t'as quand même pas mal de gens, je pense, qui sont un peu jaloux, tu vois. Oui, et puis s'il performe, ça veut dire qu'il prend la place de l'autre, je présume. Exactement. Et puis bon, ça met aussi en avant, tu vois. Ça met en avant aussi ce que j'ai fait dans le passé. Parce que les gens, ils ont connu ce que j'ai fait dans le passé à travers Benoît. Parce que les gens, ils étaient pas au courant, tu vois. Ouais. Pour eux, t'existais pas avant. Voilà. Ouais, je connais Je connais un peu ça. Là, il faut pas oublier une chose, c'est que moi, j'étais un coach connu internationalement avec des titres avant Benoît. Benoît, il a bénéficié de mon expertise, de mes connexions, tout ça, pour pouvoir arriver où il est arrivé. S'il me rencontre pas, il n'est pas là où il est aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Bien Ça, sûr. c'est la réalité. Oui, bien sûr. Là, tu prêches un convaincu. Pour qu'il y ait une finalité, il faut qu'il y ait un début. Ça, tu prêches un convaincu. Donc, le cheminement des combats de Benoît, ça se passe plutôt bien. Oui, sauf le premier combat à l'UFC, très dur. Ouais, premier combat très dur. Le mais combat, bon, guerrier. où tout le monde dit que l'arbitre aurait dû arrêter le combat. C'est vrai, exactement. Guerrier, parce que dans le sens où le mec qu'il a pris, putain, déjà, il est super dur, des 77 kilos. Il faut savoir, ce gars-là avait mis à l'époque KO Strickland.
J'ai eu pas mal de menaces après ce combat, pas mal Ah ouais d'insultes. Ouais, ouais. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas acheté les ponts, soi-disant. Bah, t'as bien fait. Aujourd'hui, Bah ouais, de toute on façon, peut de linker, toute façon, mais il y a un arbitre au milieu. Tu non, vois non, ce que je veux mais dire. c'est vrai, je me souviens qu'il y avait cette réflexion. Peut-être que certains coachs auraient jeté l'éponge, d'autres ne l'auraient pas fait. Mais aujourd'hui, quand on regarde la finalité, Benoît, il a régalé. Ouais, Il a régalé ce il a jour-là. régalé, il a Dana régalé. White, on et sait le ce qu'il aime. troisième, il revient sur le combat. Donc, tu vois. Exactement. Et puis, c'est totalement le genre de guerrier que Dana White Exactement. veut dans son organisation. Voilà. Donc, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Et donc, un jour, on t'appelle pour une proposition que tu peux pas refuser. Poirier. Ouais. Oui. Mais avant ça, il faut savoir que Benoît, je lui ai fait passer des paliers. Tu vois, c'est-à-dire que je lui ai fait passer des paliers, ce qui lui a permis d'arriver à Poirier. Tu vois, D'accord. des combats qui, tu vois, par exemple, le combat contre Bonfim à l'époque, où il lui a pété les bras à coup de middle, c'est une stratégie du Mouet, ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ça fonctionnait parfaitement, tu vois. En fait, les gens ne comprennent pas, c'est que j'ai construit ce fighter, c'est-à-dire son histoire de militaire, on l'a utilisé justement pour qu'il soit énormément médiatisé, parce que c'est un ancien militaire. La musique, c'est mon fils qui l'a mixé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, Benoît, j'ai fait un travail énorme avec lui, tu vois. Et après, il y a eu Poirier, on ne pouvait pas refuser quoi qu'il arrive. Ouais. Quand tu as une proposition Quand comme tu ça... quand tu dis qu'on ne peut pas refuser, ça veut dire que la proposition était trop alléchante. Mais est-ce que tu penses que sportivement, il était prêt ou pas? C'est-à-dire que C'était trop tôt. C'était Le trop problème, tôt. c'était Ok. trop tôt. Mais la problématique, c'est à chaque fois, il appelait à vouloir combattre des tops sans arrêt, tu vois. Donc là, ils l'ont pris au mot. Après, c'est difficile de refuser. Ouais, et puis il avait aussi une belle hype Ouais. qui faisait que je pense que beaucoup y croyaient. Ils croyaient en la victoire moi, j'y croyais de aussi, Benoît Saint-Denis. Et Moi, puis- quand je vais au combat, j'y crois tout le temps. hein. Ouais, et puis J'y vais ça tout n'aura le pas temps. été déconnant. Enfin, c'est tellement des détails dans un combat. Bah, il fait un beau Ça se combat passe quand à même. tellement peu de choses, Il prend quand même un bonus. Hein. C'était Ouais. quand même une belle guerre. Sauf que bon, la Fight Week s'est mal passée. Il avait attrapé un furon. Oui, je me souviens. La prise de poids, il avait fait une prise de poids énorme. Il avait cuté, je crois, 6 kilos à l'époque, 6 kilos et demi ou un truc comme ça. C'était énorme, tu vois. Et ce qui fait qu'il n'a pas bien récupéré. Hein. La Fight Week, hein, tu foires un combat rapidement. Hein. Est-ce que c'est cette défaite contre Poirier qui casse un petit peu les choses entre vous? Bah, je pense, parce qu'il faut toujours trouver un coupable. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est facile. Tu sais, quand tu as envie de tuer ton chien, tu lui dis qu'il a la rage. Tu connais cette histoire? Bah, c'est ça. Bien sûr. Donc, J'ai pas de chien, moi, mais Oui, j'entends. t'as compris. Donc, quand vous revenez, parce que c'est la première défaite, non, pas la première défaite, mais c'est la première grosse désillusion, on va dire ça comme ça. Oui, puis ça a compliqué l'état à Bayonne, donc c'était pas en plus l'idéal. Et, Ok, donc à ce moment-là, toi, tu étais encore son coach, tu étais à Paris, lui était à Bayonne. Oui. D'accord. Bah, déjà, ça faisait déjà Et le comment troisième, tu gères ça? troisième combat. Bah, j'allais souvent à Bayonne, je D'accord. restais 1 mois, 2 mois là-bas. Tu vois. D'accord, ouais, C'était pour assez, les préparations. Ouais, c'était assez lourd quand Mais même. est-ce que c'est. Ouais, du coup, c'était. Oui, parce qu'en fait, on n'avait pas le matériel humain là-bas, tu vois. Ouais. Il y a pas de. Tu vois, le niveau déjà pied-point. Je veux pas les vexer, les gars, mais quand Non, tu as je connu le Muay Thai à Paris avec l'élite, tu vois, T'avais pas de sparring pour lui là-bas? quelques-uns qui venaient, mais c'est pas. Bah, la preuve, maintenant, il vient tout le temps à Paris. Bah, pourquoi hein? Moi, je vais pas rentrer dans la polémique Mhm. avec toi et Benoît Saint-Denis, ça ne m'intéresse pas. En plus, beaucoup de choses ont été dites, Ouais, donc ouais, voilà. ouais. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le côté humain. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, au-delà de la déception, est-ce que tu n'as pas le sentiment que, en fait, tout ça, c'est un énorme gâchis? Oui, je pense, parce que c'est dommage, tu vois, c'est dommage, on aurait pu... Moi, écoute, après, je suis pas étonné, tu sais, il y a beaucoup de combattants, quand la lumière arrive, quand il y a l'argent qui arrive, tu sais, ils changent un peu, tu vois, donc c'est assez compliqué, parce qu'en fait, toi, tu peux pas... moi, j'habite pas avec lui, tu vois ce que je veux dire. Il y a Ouais. plein de gens autour, des fois, qui t'influencent. Et donc, c'est très compliqué à gérer. Si tu es surtout maintenant avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Des gens qui t'envoient des messages, viens avec moi, viens là, moi, je te propose ça. C'est très, très compliqué, en fait, tu vois. Donc, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais c'est comme ça fait partie du jeu, quoi. Bon. Aujourd'hui, tu as des projets, tu continues ta carrière de coach MMA, Oui, déjà, mon projet, c'est de vivre ici le plus le longtemps plus longtemps possible. Bah oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que si demain, tu as un autre combattant du calibre de Benoît Saint-Denis, est-ce que tu repars dans le game de cette manière? C'est-à-dire, est-ce que tu te redis, vas-y, je vais reformer un gars et je vais l'emmener le plus haut possible? Est-ce que tu as encore envie de ça? Bah, tu sais, en fait, je vais te dire que je peux pas te dire non, parce que nous, on est des passionnés. à la Tu dis base. non, mais le jour où ça va arriver, Exactement, tu nous, vas on te est faire des avoir. passionnés et on retombe dedans, tu vois. L'histoire se répète. C'est obligé, on kiffe, tu vois, on aime, tu vois.
C'est normal. Donc la réponse, c'est oui. Bah oui. Malgré les déceptions. Oui, mais c'est pas. En fait, les déceptions, ça a été tout le long de ma carrière Parce que moi, je suis pas. Écoute, contrairement à beaucoup de coachs, j'observe. Moi, je travaille pas pour des clopinettes, en fait. C'est ça que les gens comprennent pas. Moi, je suis pas fan. Le problème, c'est que maintenant que tu as des coachs, c'est des fans, en fait. Donc, je vais pas accepter. Quitte à me faire, tu vois, à me faire squeezer comme ça, mais il y a des choses que je peux pas accepter. C'est pas dans mon ADN, tu vois. Donc, non, tu vois. On peut dire que je peux me regarder dans la glace, quoi. Il y a pas de souci, tu vois. Même si à la fin. T'es fier de ton parcours. Voilà, exactement. J'ai pas à me justifier envers les gens. Je veux dire, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. En fait, ça va rien changer. C'est pas. Tu vois, ça fera pas de différence. Écoute, Daniel, on va continuer cette entrevue. Je vais te proposer une nouvelle chronique qui s'appelle le Photomaton. C'est simple. Ouais. Je vais te présenter plusieurs photos et je vais t'inviter à réagir dessus. Ok, vas-y. Donc, tout de suite, le Photomaton, c'est parti pour le jingle. Daniel, donc tu vas avoir 5 photos. Ok. Et moi, ce que je veux, c'est avoir ton ressenti sur ces photos, ce que tu en penses, du bien, du moins bien. Tu peux clasher, il n'y a pas de souci. Okay. On n'est pas contre ça. Donc, la première photo, la voici. Donc, c'est Fernand Lopez, coach emblématique, coach important qui a fait, qu'on le veuille ou non, beaucoup pour le MMA français. C'est quoi ton regard, toi, sur Fernand ? En fait, moi, j'ai pas la rage envers lui, tu vois. C'est vrai qu'à l'époque, il m'avait attaqué le fameux SDF. Oui, par rapport au Venom, quand tu as perdu Venom. Le SDF, le teneur de Pao. Bon, allez, on va dire que c'est de bonne guerre, tu vois. Je n'en veux même pas, tu vois. Oui, c'est de la vanne. Voilà, mais bon, ça reste quand même, ça reste un bon coach. Mais est-ce que depuis, vous avez crevé l'abcès ? Vous avez reparlé de cette période ? Non, mais je l'ai pas revu, je le vois pas beaucoup, Fernand. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Mais tu l'en veux pas ? Ouais, j'en veux pas, c'est le game. Voilà, je pense qu'il avait, je sais pas, il était pas bien ce jour-là, j'en sais rien, c'était quoi son délire. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est quand même qu'il a énormément fait quand même pour le MMA français. C'est lui qui a créé l'ARES, c'est lui qui a formé la sourdine, tu vois. Bon, Gann, je dirais pas qu'il l'a formé entièrement, parce que... C'est un autre débat dans lequel nous ne viendrons pas. Je dirais qu'il y a un certain Xavier qui l'a, tu vois. Hein, mais bon, cela ne nous regarde pas. Il a fait le taf. On a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même quelqu'un qui a œuvré complètement pour le MMA. Avant, quand tu parlais MMA, tu disais Fernand Lopez. C'est vrai, moi j'ai connu c'est un personnage important du incontournable, je dirais. Incontournable, voilà, du MMA français. Ça, j'ai jamais dit. Il a été visionnaire en France, on va dire. Allez, la prochaine photo, c'est la famille. Ah, la famille. La famille. Ben, ça, c'est tout, en fait. Ça, c'est ce qui est le plus important dans ma vie. Hein. Le reste, c'est accessoire, en fait. T'es quoi comme style de papa ? Ah, moi, je suis un papa poule. Hein. Je suis trop protecteur. Tu te fais avoir ? Ouais, mais non, même pas. Mes enfants sont gentils, ils habitent aux États-Unis, tu vois. Donc, j'essaie de les voir une fois par an. Et la famille, pour moi, c'est tout. C'est pour ça que je me bats, en fait. C'est pour ça que je lâche pas. C'est pour ça que j'ai jamais lâché. Il y a eu des fois où même je voulais même tout arrêter. Mais tu sais, quand tu as la famille derrière, tu sais, t'as une certaine, tu vois, ça te donne une certaine force. Et en fait, la famille, c'est très, très important. Et eux, ils disent quoi de papa, Daniel ? Bah, ils sont fiers. Hein. Je veux dire, mes enfants, surtout aux États-Unis, quand ils disent que je suis leur père, il y en a, ils croient pas trop. Surtout mon fils Raphaël, qui est un peu typé, tu vois. Donc, des fois, ils disent, ouais, c'est pas ton père, tu vois. Mais non, mais ils sont fiers, tu vois. Mais ce qui est important, c'est, tu vois, c'est les moments qu'on passe ensemble. Je t'ai dit, le reste, c'est accessoire. Faut pas oublier, Xavier, on n'est que de passage ici. Et d'ici 50 ans, ça se trouve, personne ne se rappellera de nous, ni notre famille. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Donc, il faut profiter de chaque moment. Ouais. 50 ans, t'es gentil. Moi, j'ai d'ici deux mois. Allez, la prochaine photo. Alors, t'en as un peu parlé tout à l'heure. Ah, le Brésil. La prochaine photo, c'est le Brésil. Ouais. Est-ce que tu te dis qu'un jour, vu que ça a été une super expérience de ce que tu m'as dit, est-ce que tu as envie de finir là-bas et de kiffer sous le soleil ta vie ? Ben, en fait, le Brésil, c'est très important pour moi parce que le Brésil m'a donné une profession. Parce que tout a commencé au Brésil et m'a donné une famille. Tu vois, parce que ma femme est brésilienne. Tu as rencontré là-bas ? Ouais, donc le Brésil, pour moi, c'est comme la France. Hein. Moi, j'adore la France, attention. Hein. J'aime le Brésil, mais j'aime la France. C'est-à-dire que si je suis trop longtemps au Brésil, la France va me manquer. Si je suis trop longtemps en France, le Brésil va me manquer, tu vois. C'est ça le... Le Brésil, c'est ta mère et la France, c'est ton père. Voilà, exactement. Mais, du coup, dur de choisir entre les deux. Non, les deux en même temps. Pas en même temps, mais un certain temps, tu vois, c'est l'idéal, tu vois. D'accord. Parce que bon, ses racines, c'est ses racines. Hein. En France, c'est un pays magnifique, tu vois, que je kiffe. Et le Brésil, j'adore... Et puis je présume qu'il y a des choses que tu trouves en France que tu ne trouves pas au Brésil et vice-versa. Tu vois, c'est... Non, c'est... Bon. Ouais. Ma prochaine photo, on a dit...
On en a parlé tout à l'heure, Benoît Saint-Denis. Si tu avais une phrase à dire à Benoît Saint-Denis, ce serait quoi? Ben, que l'expérience valait la peine, hein, quand même, mine de rien, parce que c'était incroyable quand même ce qu'on a fait. C'est-à-dire partir de zéro, arriver jusqu'à Poirier, on peut être fier, tu vois, parce que mine de rien, ça restera, tu vois. On peut pas enlever ça. Ce qui est écrit est écrit. Ce que je pourrais lui dire, c'est bonne continuation dans sa carrière. Ok. Ouais. C'est tout à ton honneur. Ouais. Et enfin, dernière photo, c'est Daniel Voirin. Qu'est-ce que tu dirais à ce Daniel Voirin aujourd'hui? Bah déjà qu'il est beau gosse, hein, quand même, sur la photo. Je sais pas si tu es complètement objectif sur ce coup-là. Non, ce que je peux dire, en fait, c'est que je suis quand même fier de moi, parce que moi, quand même, je suis sorti de l'école très tôt. Et si tu veux, j'ai eu des diplômes sportifs très tard. Le fait d'avoir connu ma femme m'a permis de me structurer. Et quand je vois le parcours, ceux qui m'ont connu avant, en prenant un peu de recul, bah, c'était pas gagné, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu fais le bilan, voilà, tu es plutôt content. Voilà, ouais, non. Je peux pas me plaindre, si tu veux. Moi, j'ai une vie incroyable. Tu sais, l'argent, c'est pas tout, hein. Je peux pas me plaindre. J'ai vécu au Brésil, j'ai vu la difficulté. Tu sais que la pauvreté au Brésil, c'est pas la même pauvreté qu'en France. Et déjà, tu es en bonne santé, tu as une famille, tu as de quoi manger tous les jours. Je veux dire, je peux pas me plaindre. J'ai une vie incroyable. Sérieux, comme diraient les gars d'NTM, je pourrais mourir demain, quoi. Bon, on n'espère pas que tu meurs demain quand même. Bah, merci pour tes réponses. On va passer donc à la dernière rubrique. Ouh là là. La dernière rubrique, on garde le meilleur pour la fin. Ouais. C'est les 3 questions qui tuent. Donc, on t'es pas au courant des questions qu'on va te poser. On a essayé de poser des questions un petit peu enquiquinantes. Ouais. Donc, tout de suite, c'est parti pour les 3 questions qui tuent. Dernière rubrique de ce Chronofight People avec toi, Daniel. Les 3 questions qui tuent. Donc, ma première question, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout dans le milieu du MMA ? Dans le milieu du MMA, tu veux dire français, dans le milieu international ? Dans le milieu du MMA français. On est chauvin. Ah ouais, là c'est mieux. En fait, ce que je déteste le plus déjà, c'est tous les mythos qui gravitent autour du MMA. Et des fois dans des positions fortes, tu vois. C'est-à-dire que moi, en tant que comment ça s'appelle, pas fan, en tant que, si, fan de MMA quand même, quelque part. Acteur. Oui, et acteur du MMA qui a donné beaucoup pour le MMA. On n'est pas toujours dans les bonnes positions, tu vois ce que je veux dire, en tant que coach, tu vois. Et aussi, ce qui m'énerve le plus, c'est ceux qui font beaucoup d'argent avec ça, et en fait, qui contribuent à rien, en fait. C'est juste, pour leur côté, c'est juste mercantile, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a vraiment de l'oseille à se faire dans le MMA ? Pour certaines personnes, oui. Ouais. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, c'est clair. Tu vois, mais c'est pas toujours les bonnes personnes qui font l'oseille. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ça, je trouve ça dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui s'impliquent énormément et il n'y a pas de retour. Tu vois, c'est quand même une niche, hein, tu vois. Oui. Si tu t'observes, tu vois. C'est une niche qui prend quand même beaucoup d'ampleur. Voilà, exactement. Ma deuxième question, Dana White, le boss de l'UFC. Est-ce que pour toi c'est un tyran, ou est-ce que pour toi c'est plutôt un précurseur et un génie ? Moi, je le vois comme un précurseur, un génie. Hein. Parce que Dana White, on peut dire ce qu'on veut, mais il y en a pas mal qui mangent grâce à lui. Hein. Tu vois, du moins, grâce à son organisation. Entre guillemets, c'est pas son organisation, mais tu m'as compris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, je vois au Brésil, qui sont sortis des situations difficiles grâce à l'UFC. Parce qu'il y a beaucoup de shows qui ne payent pas. À l'UFC, quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais tu as quand même, même si tu ne touches pas beaucoup en début de carrière, mais tu as énormément de sponsors, tu arrives à t'en sortir si tu es malin, tu vois. Et donc je trouve c'est quelqu'un de visionnaire. Je l'ai rencontré moi à l'Ultimate Fighter quand j'étais avec Johanna. Écoute, il était sympa avec moi. Maintenant je le connais pas personnellement. Ça reste un businessman. Et c'est vrai que des fois les businessmen, ils ont un cœur un peu différent du nôtre. Businessmen, ils font du business. Exactement. Business is business. Dernière question. Oula. La fine équipe. 3h20. Franchement, c'est pas un peu beaucoup? Écoute, je vais te dire, c'est plus que 3h20 parce que on coupe beaucoup de choses. Tu me rassures pas là. Ah ouais, on coupe beaucoup de choses. Des fois, c'est 4h et quelques. Non, le concept, il est en fait, on prend notre temps. Et en fait, les gens, ils vont pas l'écouter d'un coup, tu vois. Souvent, tous ceux que je rencontre me disent qu'ils l'écoutent un petit morceau par là, au boulot, tu vois, quand ils vont au travail. Et comment t'es arrivé dans cette aventure, du coup ? Ah, en fait, cette aventure, il faut savoir que ça vient un peu de la tension que j'ai eue avec RMC à l'époque.
Tu sais, D'accord. quand j'étais avec Benoît, ils nous avaient suivis. Et quand ils ont fait leur production du premier UFC Paris, on avait un gars qui nous suivait toute la journée. Moi, ils ne m'ont même pas calculé. Hein. C'est-à-dire qu'avec la carrière que j'ai, je passais moins dans leur reportage que des mecs lambda qu'on n'avait jamais vus. Donc ça m'a énervé parce que j'avais autorisé aux gars à l'époque d'RMC de nous suivre tout le temps. Et tu sais très bien que c'est pesant d'avoir une caméra toujours derrière toi. Et si tu veux, c'est comme ça qu'on a fait le premier LFE. Pour en fait se plaindre et après, Et du coup, c'est parti. C'est parti. Parce qu'en fait, ce qui est important, il ne faut pas oublier, ça reste quand même un contre-pouvoir. Tu sais, c'est une niche et il y a beaucoup de médias qui sont à peu près tous ensemble. Et ça permet aussi, sur certains trucs, d'avoir un droit de réponse. Parce que c'est facile, tu vois, quand on t'accuse d'un truc, tu peux rien dire, tu vois. Donc c'est assez compliqué. Donc c'est quand même un contre-pouvoir et en plus on se marre. C'est-à-dire j'ai vu que vous marrez beaucoup. Hein. On rigole beaucoup, on passe un bon moment. Donc c'est sympa, les gens ils aiment bien. Bon, qui nous aime, nous aime nous suivre. Bah, dis à Fred quand même que 3 heures, il peut un peu diminuer. C'est un peu long. Ouais. Bon, bah voilà, c'était mes 3 questions. Merci à toi, Daniel. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Tu as essuyé les plâtres, comme je disais tout à l'heure, mais je pense que ça s'est très très bien passé. C'est top. Je suis ravi de cette interview. Ça me tenait à cœur de le faire avec quelqu'un avec qui j'avais une affinité. Donc je t'ai choisi toi. Merci beaucoup. Et bonne continuation pour ta carrière. Bien sûr. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Chronofight People. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes partenaires Noubamira, également Vittel Gir. Vous pourrez d'ailleurs bientôt gagner des gants de cette marque. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, fight forever.